Le programme avec Dominique Chimbakala et on revient bien sûr sur la mort de l'acteur américain Robin Williams. Sortez, monsieur Keating. J'ai dit sortez, monsieur Keating. Oh, capitaine, mon capitaine! Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous. Allons, assis. Dernier avertissement, Anderson. Quelle insolence. Est-ce que vous m'entendez? Mon capitaine. Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez. Bonsoir Dominique, c'est émouvant. Bonsoir Marion, très. Capitaine, mon capitaine, des générations d'adolescents ont répété cette réplique en rêvant d'avoir un professeur de littérature aussi brillant que M. Keating. Oui, l'excellent M. Keating, incarné par Robin Williams dans le Cercle des poètes disparus. C'était en 1989, on s'en souvient encore. Alors bon, on sait que Robin Williams est décédé cette nuit, il était dépressif, il avait aussi des problèmes d'addiction, il avait avoué qu'il avait replongé dans l'alcoolisme et puis il avait combattu aussi des problèmes de drogue. Une autopsie va avoir lieu demain. En tout cas, pour l'instant, la police, manifestement, il s'agirait d'un suicide. En tout cas, c'était un des plus brillants acteurs de sa génération, Dominique. Clairement, oui. Il avait été distingué plusieurs fois. Il avait reçu un Oscar pour son rôle de psychologue dans Will Hunting, aux côtés de Matt Damon. Il avait aussi reçu 4 Golden Globes, notamment pour Madame Doubtfire ou encore le Cercle des poètes disparus qu'on vient de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa disparition a vraiment provoqué une très grande émotion dans le pays. On est en ligne avec Didier Alouche, qui est notre correspondant à Los Angeles. Didier, bonjour. Je crois qu'on peut dire que l'Amérique vient de perdre un de ses acteurs préférés. Ah oui, c'est étonnant. Je suis moi-même étonné de l'émotion qu'a suscité la disparition de Robin Williams. C'est vraiment quelqu'un qui faisait partie de la famille. Vous savez, la notoriété de Robin Williams a commencé dans les années 70 avec une série qui s'appelait Mork et Mindy. Il y jouait un alien complètement exacerbé. Il était à fond dans ce rôle-là. Il improvisait sur scène, ce qu'on ne fait jamais à la télévision. Et ça a énormément plu aux Américains. Il est rentré dans leur salon à ce moment-là et il ne l'a jamais quitté. Il est passé au grand écran. Les Américains l'ont suivi. Il a continué dans la comédie. Là encore, ils l'ont suivi. Dans le drame, là encore, ils l'ont suivi. Il l'adorait. Il faisait partie de la famille. C'est peut-être pour ça que l'émotion est aussi intense ici. Et pas seulement à Hollywood, hein, bien entendu. Il y a les tweets, les messages Facebook de tous les artistes, de tous les comédiens, tous les producteurs, notamment un qui m'a beaucoup touché, celui de Steven Spielberg, qui dit tout simplement et très sobrement, aujourd'hui, c'était hier, aujourd'hui j'ai perdu un de mes meilleurs potes, je le cite, et il était très triste. Et ça a continué toute la nuit, toute la journée. Hier, on a eu des mots, mais ça venait aussi de Washington. Barack Obama s'est fendu d'un communiqué officiel, ce qui est très rare pour un acteur, et des députés, des sénateurs, des républicains, des démocrates, alors qu'il était clairement démocrate et très opposé aux républicains. Ils ont tous été de leurs petits mots pour rendre hommage à Robin Williams, la preuve qu'il était quelqu'un d'important. Didier Alouche, vous aviez vous-même rencontré Robin Williams. Quel genre d'homme était-il ? C'est très étrange parce que avant les interviews, on discutait, il adorait la France, il parlait un peu français, il était très gastronome, il adorait le vin français, donc il parlait toujours d'un peu de ça. Et puis, la caméra démarrait et là, c'était le numéro qui commençait. Il avait une étincelle dans l'œil. On parlait, on commençait par les 2 ou 3 questions promo habituelles et puis tout d'un coup, paf, il sautait sur un truc et il partait. Ce type-là avait une faculté à partir en vrille et à aller dans une espèce de numéro complètement électrique et totalement fou. On dit souvent que ce monsieur nous a fait pleurer de rire, mais lui, il nous faisait littéralement pleurer de rire en interview. C'est un exercice très difficile. On savait que ça risquait de partir à tout moment. En général, ça partait. Je me souviens d'un moment où c'était pour un dessin animé où il faisait la voix d'un pingouin. Il s'est mis à imiter un pingouin français qui dansait et chantait en français en fumant une cigarette et en râlant sur tout le monde. C'était vraiment à se plier de rire, littéralement. C'était un monsieur extraordinaire. Malheureusement, ça cachait une fragilité, une fêlure qui l'emportera plus tard. Merci Didier Alouche pour toutes ces anecdotes. Voilà, donc Robin Williams qui nous quitte à 63 ans et qui laisse une femme et 3 enfants.
Et on va parler peinture maintenant, avec cette exposition sur les impressionnistes belges qui se tient actuellement à Giverny. Oui, c'est une exposition qui s'intitule Bruxelles, une capitale impressionniste. Elle se tient dans le village normand où Claude Monet a peint ses célèbres nymphéas. Alors vous savez, l'impressionnisme au XIXe siècle, c'est un courant de peinture français qui privilégie les impressions plutôt qu'une représentation académique de la réalité. C'était très décrié au départ. Ce qu'on sait moins, c'est que les Belges, eux aussi, se sont inspirés de l'impressionnisme et l'ont réinterprété. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage de nos confrères de la RTBF. C'est l'hiver en Flandre, les patineurs progressent sur la glace. Un instant du quotidien que capte Émile Claus. Excellent dans le rendu de la lumière, il réalise un magnifique camailleux de blanc créé par un mélange de couleurs. Avec cette œuvre, l'artiste crée le luminisme et donne toute sa particularité à l'impressionnisme belge. Un mouvement né fin 19e alors que Bruxelles, située au cœur de l'Europe, devient le carrefour des avant-gardes. Le Cercle des Vins, créé par 20 peintres avides d'indépendance, puis les salons de la libre esthétique, accueillent en primeur les chefs-d'œuvre des impressionnistes français. Les Belges vont s'en inspirer très librement. Très rapidement, les peintres belges se sont intéressés à cet impressionnisme naissant, l'ont assimilé sans jamais le copier, en lui donnant une spécificité qui est une spécificité vraiment belge. Une spécificité qui se traduit par une technique émancipée. Les Belges revisitent la vague paysagiste, comme dans cette mer agitée signée Isidore Verheyden. Ils réinventent aussi l'art du portrait et se montrent sensibles au langage de la couleur et de la lumière. Les fugaces rayons du soleil sont captés de façon presque cinématographique. Tout ce qu'il y a sur la lumière de tous les tableaux, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est une découverte et ça m'a beaucoup plu. Tout n'est pas du même niveau, on va dire, hein. Mais dans l'ensemble, oui, c'est très beau. J'aime ce style, c'est mon favori. Pourquoi ? Pour la couleur et les scènes de vie qu'on peut y voir. Le quotidien et ses anecdotes, c'est le thème préféré des impressionnistes belges. Ils cultivent le goût pour l'observation de leur environnement, instants graves ou joyeux. La vie moderne évolue et les peintres en sont les premiers observateurs. Ils découvrent un monde qui évolue d'une façon générale, qui se modernise avec des nouvelles pratiques de civilisation, qui sont par exemple les loisirs, les sports, la plage, tous ces éléments qui sont tout à fait nouveaux. Les peintres belges n'ont aucun problème à décrire le quotidien. C'est vraiment quelque chose qui leur est familier sur le plan artistique. Alors que la Belgique connaît une industrialisation précoce, l'univers du travail apparaît également comme un thème incontournable. Si Constantin Meunier donne un caractère héroïque aux mineurs, Eugène Larmans décrit lui les masses laborieuses comme un groupe compact où s'efface l'individu. Début 20e, les impressionnistes belges prennent encore davantage de liberté. Passant d'une technique à l'autre, ils tentent le pointillisme et puis le fauvisme. C'est cette émulation bruxelloise que nous fait parcourir l'exposition. Elle est à découvrir jusqu'au 2 novembre à 1 heure de Paris, dans le bucolique village de Giverny, où vécut un certain Claude Monet. C'est beau, hein ? Très belle exposition à voir jusqu'au 2 novembre et c'est pas très loin de Paris. Merci Dominique, à la semaine prochaine.